En ce moment, j'essaie des formats graphiques différents. Cette vidéo est une deuxième version de la vidéo de mardi, réalisée en motion design, c'est-à-dire en animant des pictogrammes. La version d'aujourd'hui a été réalisée en utilisant des extraits vidéo contextualisés. Je souhaite avoir vos avis en commentaire pour savoir quelle est la version que vous préférez. Est-ce que c'est plus pédagogique ou plus plaisant à regarder, ce genre de choses? Merci de me dire en commentaire si vous avez un peu de temps. Cela me permettra d'utiliser au mieux ces deux nouveaux formats par la suite. J'entends souvent parler de la stratégie chinoise comme si c'était quelque chose de secret. Pourtant, contrairement à nos gouvernements occidentaux, la Chine planifie réellement sa stratégie à long terme. Si nos gouvernants sont obsédés par la prochaine élection, ce n'est pas le cas des dirigeants chinois. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la vision chinoise à 30 ans en m'appuyant sur les articles de véritables spécialistes de l'Asie, à savoir les gens de chez Gafcal Research et Gafcal Dragonomics. Au programme, la construction d'une superpuissance mondiale. Allez, c'est parti! Tout d'abord, reprenons une idée fausse qui circule encore très largement. La Chine doit assurer 6 à 7% de croissance par an pour assurer que la hausse du niveau de vie de sa population suffise à faire accepter la nature du régime communiste. Cette idée bien ancrée est issue de nul autre que Xi Jinping lui-même. Il l'a expliqué ce constat en 2015. Ce que certains considèrent comme une découverte de l'agenda secret chinois n'est qu'une information publique qui a eu cours entre 2002 et 2020. Aujourd'hui, la donne est différente car la migration des populations des campagnes vers la ville, qui a été colossale jusqu'à aujourd'hui, est terminée. Imaginez bien que chaque année, c'était environ 20 millions de personnes qui quittaient les campagnes pour s'installer en ville. Sur 20 ans, la Chine a déplacé 500 millions de personnes. C'est presque 2 fois la population des USA. C'est cette migration interne de masse qui nécessitait une croissance du PIB de 6,5% par an afin de pouvoir subvenir aux besoins de cette incroyable quantité de nouvelles populations. D'ailleurs, les performances de croissance de la Chine s'expliquent aussi beaucoup grâce à cette migration. Quand vous avez 20 millions de travailleurs en plus chaque année, forcément la production a tendance à augmenter si les infrastructures sont présentes. C'était ça le challenge de la Chine des 20 dernières années. Arriver à faire suivre l'investissement dans les infrastructures du pays pour accueillir cet exode rural. Maintenant que les mouvements de population entre la campagne et la ville sont essentiellement terminés, il est logique que la croissance prenne un rythme de croisière plus bas. C'est dans ce contexte que nous arrivons en 2020. L'objectif de long terme est profondément différent. Maintenant que de nombreuses infrastructures sont en place et que les usines sont installées, il faut faire monter la production chinoise en gamme. Ces 30 dernières années, la Chine était vue comme une puissance économique dans les technologies du passé. Dit autrement, la Chine copiait les technologies occidentales et fabriquait pour nous. C'est ce deal qui a duré plusieurs décennies qui a mené à la désindustrialisation de l'Occident au profit de l'Asie avec la contrepartie d'une vie de cigale pour les Occidentaux. J'en ai parlé dans cette vidéo. L'objectif de long terme suivant devient clair. Devenir une puissance innovante. Et là, c'est une toute autre paire de manches. C'est aussi à ce moment que les USA disent stop. On l'a vu dans le domaine des semi-conducteurs qui est au centre des restrictions commerciales des USA envers la Chine. Les USA ne veulent plus honorer leur pacte faustien avec la Chine maintenant que le diable vient chercher les âmes qu'on lui a promis. Alors, la guerre commerciale fait rage et cela continuera quelle que soit l'administration au pouvoir. Démocrate ou républicain, peu importe, c'est une question de survie de l'Empire US. Et pourtant, la grande histoire suit son cours. Aujourd'hui, la Chine produit plus de smartphones que n'importe quel autre pays. Et Taïwan, avec l'entreprise TSMC, devient un leader dans la fabrication de semi-conducteurs de très haute qualité, laissant le géant occidental Intel sur le carreau. Évidemment, retrouver Taïwan au cœur d'une haute technologie clé ne va pas apaiser les tensions diplomatiques et militaires entre les USA et la Chine. Maintenant, vous devez beaucoup mieux comprendre pourquoi Trump a concentré la guerre commerciale sur la high-tech en rentrant dans un conflit très dur sur les semi-conducteurs et en interdisant le système Android de Google pour les smartphones de Huawei. C'est juste le nerf de la guerre. En réaction, la Chine poursuit d'autant plus rapidement l'expansion de sa capacité de production de semi-conducteurs.
La Terre continue de tourner et la progression chinoise d'avancer. Jusqu'ici, rien de secret non plus puisque cette ambition chinoise remonte à Deng Xiaoping dans les années 80. Selon l'agenda chinois, le plan appelé China 2025 a pour objectif de mettre à niveau l'industrie chinoise sur les technologies d'avenir par rapport à l'Occident. Ensuite, le Parti communiste chinois a fixé un autre horizon à 2035. L'objectif est tout trouvé, dépasser l'Occident et devenir une puissance innovatrice. Le but est de supprimer 40% à 80% des importations de haute technologie dont la Chine est dépendante essentiellement sur les secteurs des semi-conducteurs, des véhicules du futur et des énergies renouvelables. À ce stade, on ne sait pas si la Chine y parviendra. Mais en tout cas, les marchés actions semblent y croire, lorsque l'on regarde les sources de financement des entreprises qui doivent produire ces innovations. Le financement par les marchés pèse à peu près la même chose en 2020 que l'investissement par la dette. Dernier élément important à connaître depuis la crise du Covid, la Chine vise ce qu'elle appelle la double circulation. C'est un concept qui en pratique vise à minimiser sa dépendance aux high-tech étrangères et notamment US. La chute du PIB chinois au printemps 2020 est en grande partie due à cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ce terme de double circulation fait référence à la consolidation d'une demande intérieure suffisante sur tous les secteurs de production pour satisfaire la demande chinoise tout en continuant à échanger avec le monde. La Chine cherche à être suffisamment solide pour faire du commerce international sans toutefois s'exposer à des dépendances trop fortes et potentiellement trop préjudiciables à son économie. Par ailleurs, conserver les investissements étrangers en Chine permet à la Chine de stimuler l'innovation dans son économie. C'est de cette façon qu'ils ont eu la technologie de nos avions de ligne ou de nos trains à grande vitesse. C'est ce que nos dirigeants américains et européens ont tous promis pendant le Covid, mais seule la Chine a planifié la construction de sa propre puissance sur 15 ans. Les achats massifs d'or par la Chine, la mise en place de la cotation en yuan du pétrole, la mise en place d'un équivalent du FMI asiatique ou encore d'un marché de cotation de l'or en Chine ne sont que des étapes prévisibles et annoncées des grands plans de la Chine pour asseoir sa stratégie à long terme. Oui, la Chine va créer un concurrent au dollar, probablement grâce à un yuan qui sera réévalué progressivement et qui bénéficiera d'une couverture en or. Oui, la Chine va poursuivre ses achats d'actifs à l'étranger afin d'asseoir sa puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il possède des participations dans tous les ports sur la route de Shanghai à San Francisco en passant par l'Europe. Rappelons-nous toujours que la Chine, dans l'histoire du monde, c'est environ 20% du PIB et que les 19e et 20e siècles sont une phase de dépression pour la Chine qui a pris fin au 21e siècle. C'est pour cette raison que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous parle ce mois-ci des marqueurs de fin de crise qui viendront réellement de Chine et quel portefeuille vous pouvez construire pour que votre portefeuille financier puisse prospérer face à la crise économique et financière que nous vivons en Europe. Si vous souhaitez vous abonner à ma lettre d'investissement, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.